Bonjour et bienvenue à tous. Je m'appelle Zachary Gersten et je suis le manager tactique pour ces réunions plénières aujourd'hui. Merci pour nous rejoindre dans cette réunion de l'ANH Avec un micro intégré. 2020. Je passe la parole à la suivante. Bonjour, je m'appelle Sunita Kariala. Je suis professeure de nutrition mondiale à l'école de Londres de médecine et maladie tropicale. Je fais partie de l'académie ANH et investigateur principal de ce programme de recherche. Merci de nous rejoindre lors de la deuxième journée de cette conférence sur la recherche de l'Académie ANH. Comme nous le voyons, au lendemain du Covid, nous avons été capables de combiner l'intérêt de nouveaux événements à la fois en personne et en virtuel qui permettent une accessibilité et aussi permettent de réduire les émissions carbone. Et je co-préside cet événement avec l'Université de Stellenbosch qui nous a permis de mettre en œuvre ce format hybride cette année. Merci Scott Jimmy et Amayo, toute l'équipe d'Afrique du Sud pour avoir mené cet effort avec nous. Je suis certaine que vous avez tous à cœur cette réunion. Nous avons une réunion intéressante avec la session de la plénière par rapport aux inéquités des publications scientifiques. Également, on va parler de déterminants commerciaux et ce que le monde apprendrait des expériences latino-américaines, avec également de posters, des présentations d'abstraits, c'est-à-dire d'articles, et des différents événements en marge. Aujourd'hui, la journée sera aussi prometteuse qu'hier, on l'espère, et nous espérons que vous allez pouvoir nous rejoindre au cours du reste de la journée, d'aujourd'hui et de demain également. Aujourd'hui, on commence la journée avec une série d'événements en marge qui était très stimulant. Nous allons commencer maintenant la deuxième journée de cette conférence de recherche principale avec le Food Lab d'Afrique du Sud avec l'Université de Stellenbosch. Nous sommes tous nouveaux dans ce domaine d'événements hybrides. Et alors qu'on essaie de se préparer au mieux dans cet événement, on vous demande également de la patience en cas de problèmes techniques imprévus. Comme il s'avère que la dernière heure révèle certaines incertitudes. Il y a eu notamment un changement dans le programme et Scott va vous en parler davantage. Il vient du Food Lab d'Afrique du Sud, mais on ne doute pas que vous avez apprécié cette nouvelle version du programme qu'on apporte aujourd'hui. En tout cas, si ce n'est autant davantage, Scott, je vous passe la parole. Anita, merci et c'est un privilège pour moi de vous accueillir à cette université sud-africaine avec également un public mondial dans cette session qui va parler de la composante sud-africaine de la semaine de l'Académie ANH. Nul n'est besoin de mentionner que c'est une expérience courageuse et il y a 10 minutes, nous étions en train d'organiser le programme par rapport aux choses les plus stimulantes et intéressantes qui pourraient être adaptées dans le programme et je vais vous donner quelques détails par rapport à cela dans un instant. Je m'appelle Scott Remy. Je fais partie du leadership de notre Food Lab en Afrique du Sud, donc labo de nourriture. Et nous vous expliquerons ce qu'on fait en termes de plateforme de dialogue par rapport au changement des systèmes de nourriture en Afrique du Sud. Mais également, je parle au nom du Food Lab et aussi de l'Université Stellenbosch, en particulier la faculté de sciences qui est là pour nous assister. Nous travaillons en collaboration avec le président qui également est chargé de la justice sociale. Encore une fois, nous élaborons et introduirons cela en détail dans quelques instants. Simplement reconnaître également ici qu'il s'agit d'une collaboration d'un travail de groupe et Ethos rassemble différentes disciplines, secteurs et idées dans le processus qu'on a déjà mis en place pour stimuler la conversation, des conversations qui, avec le temps, on l'espère, permettront de stimuler le changement. Nous accueillons le partenariat avec l'ANH. Certains parmi nous ont travaillé au sein du comité scientifique depuis plusieurs années et l'invitation a émergé précédemment en raison de la nature hybride de la semaine. Et alors qu'on se départit d'une ère Covid, peut-être que c'est un peu tôt de le dire, mais en tout cas, nous allons avoir un co-hôte aujourd'hui
en termes d'audience mondiale et aussi d'organisation depuis l'Afrique du Sud. Pour cette semaine d'académie, ce qui est important, c'est une communauté de chercheurs qui sont interdisciplinaires et vont travailler sur les intersections des secteurs de l'agriculture, du système de nourriture, de la nutrition et de la santé pour améliorer les nouvelles connaissances au sujet de l'échange de ces connaissances et l'innovation en la matière. Et c'est ces mots autour desquels on veut travailler, l'innovation, l'apprentissage. Et j'aimerais appeler le Food Lab ainsi que les universités de travailler autour de ça parce qu'on a été créé il y a 13 ans et en particulier, c'est un moment important dans l'histoire où on observe un changement de présidence pour la première fois en termes de partis dirigeants parce qu'il faut reconnaître le problème de l'insécurité alimentaire. Donc, le Food Lab a été mis en place pour concentrer le dialogue et les discussions à travers les différents secteurs et différentes perspectives afin de pouvoir approfondir ces réponses à travers le pays. Donc, on tient ce processus et ces plateformes en fait comme des espaces pas peut-être sécures, mais en tout cas suffisamment sûrs pour eh bien, permettre de trouver des solutions. Et je vais me permettre de vous en parler un peu plus en détail. Nous reconnaissons que nous ne sommes pas un espace neutre. Nous ne fournissons pas un espace où les positions de pouvoir et d'agence sont incontestées ou non engagées. Nous croyons fermement en ce que le système alimentaire tel qu'il est en Afrique du Sud, mais également au niveau mondial, est actuellement intact, mais le pouvoir généralement résiste au changement. Et les connaissances dans une plateforme telle que celle-ci, nous allons tenir cette perspective des questions de justice économique et écologique et sociale. On va confronter le pouvoir et nous engager envers une vaste gamme de donateurs qui viennent de différentes convictions idéologiques, positions et perspectives, non seulement pour rendre des comptes sur leurs activités, mais également les donateurs dans les plateformes pour faire avancer les choses. Je n'ai aucun doute de ce que la discussion que nous allons tenir, mais aussi au niveau du panel ce soir, eh bien, pourront vraiment s'atteler à ces questions dont nous avons parlé dans les prémices de mon introduction. Actuellement, à Stellenbosch, en Afrique du Sud, on avait normalement planifié avoir un discours inaugural, mais on a transformé cela en quelque chose de très différent, une conversation peut-être très intéressante qui va nous permettre un échange beaucoup plus profond. Et malheureusement, notre orateur principal n'a pas été en mesure de vous présenter aujourd'hui son article. On espère qu'il va aller mieux. Ça fait 2 heures qu'on n'a plus de contact avec lui. On espère que tout va bien et nous avons une équipe qui s'assure de ce que tout se passe bien avec cet orateur. À la dernière minute, comme je vous l'ai indiqué, eh bien, on a eu 2 extraordinaires orateurs qui ont choisi à la dernière minute, sans préparation aucune, tout en voulant se confier au processus de se proposer et faciliter un échange qui, on l'espère, sera très riche. Après cette conversation fireside, donc feu de côté, on va passer à une session virtuelle avec les liens Zoom. On aura une séance de poster également avec notre groupe ici en Afrique du Sud qui aura l'opportunité non seulement d'être dans cette salle, mais aussi les salles adjacentes pour observer, s'engager avec cette session. Ça va nous prendre à peu près 1 heure et à la suite de cela, nous passerons à travers une série de séances parallèles qui résonnent avec l'Afrique du Sud, l'environnement alimentaire, les interventions, à faire les contextes socio-culturels et agricoles qui requièrent certains changements, évidemment. Donc, chacune de ces salles et ces panels seront offerts. Ensuite, on passera à la discussion plénière. Vous voyez le programme en face de vous et il y a un groupe extraordinaire de personnes qui y sont rassemblées. Et je pense que cela va non seulement nous stimuler, mais probablement nous inspirer également vers des possibilités de changement en termes de système alimentaire. Ensuite, la session du panel, et ceci fait appel au groupe qui est rassemblé avec nous ici, c'est que j'aimerais vous inviter à la table de la récolte pour pouvoir s'engager avec d'autres collègues et parler de questions de droit à la nutrition et à l'alimentation. C'est quelque chose qu'on a déjà commencé à creuser autour de la table de récolte. Ensuite,
Nous avons l'extraordinaire opportunité d'avoir des déclamations de poésie engagée qui va peut-être nous pousser à penser et ressentir un peu différemment les choses. Souvent, lorsqu'il s'avère de situations plus académiques, on s'engage par un biais plutôt de raisonnement et pas du côté du cœur. C'est plutôt l'intellect généralement, mais peut-être que le cœur pourra apporter un véritable changement et la motivation est là à se retrouver au niveau du cœur. Mes collègues également vont pouvoir échanger. Il nous a mentionné à Johannesburg qu'il était très heureux de pouvoir assurer euh, et nous rejoindre aujourd'hui pour nous déclamer un peu de poétrie. Je vais inviter une personne qui est extraordinaire et il inspire la jeunesse sud-africaine. On reconnaît et on voit qu'il a embrassé son passé et regarde vers un avenir différent. Et nous allons maintenant écouter une poésie qui est non effrayée et qui ne fait aucune excuse. Maintenant, c'est mon plaisir de vous inviter sur scène pour nous inspirer. Good afternoon. Excellent après-midi. Matinée pour certains. Nous avons maintenant présenté le marché international, un petit peu de poésie. Ici, nous allons parler de nourriture, de couleurs, de toutes les belles choses qui nous font telles que nous sommes. Pour bouger un peu cette salle, j'aimerais peut-être vous adresser quelques mots en langue sud-africaine. Bonjour, comment allez-vous? Très bien. Sangonani. Tout va bien, tout va bien. Alors, nous allons parler non seulement de l'histoire des Sud-Africains, de la couleur, de la nourriture, de la beauté que nous détenons. Vous êtes tous congestionnés. Je suis désolée, mais il n'y a pas de son du tout pour cette... Nous sommes un asile pour celui qui le cherche. Nous sommes un temps qui danse pour l'orateur. Nous sommes les maîtres de la linguistique. Nos langues claquent et disgamata pour reconnaître que nous faisons partie de ce pays. Et les espoirs se mêlent aux prières. Notre esprit espère que la magie va demeurer ici. Nous allons façonner l'histoire et remplir nos ventres. Masota, et nous parlons sur nos paupières de jardins qui fleurissaient dans la bouche de nos mamans. Nous avons connu des femmes qui vont collecter avec le vent à l'arrière de le jardin, des femmes qui ont planté ce vent dans nos hanches et nous créant une avalanche de tempêtes d'arc-en-ciel avec notre héritage. La brillance est le totem de nos villages d'ancêtres. Nous allons collecter ces totems, puis les cavernes et les montagnes rient du soleil qui dort. Botswana, un asile pour celui qui le recherche. Nous sommes les maîtres de la linguistique. Nous cliquons et nous délivrons des miracles. Nous ne voulons pas de régalité congestionnée. Nous commençons à suivre cette lune qui rougit. Nous sommes là pour représenter notre maison. Merci. Je suis désolée, dit l'interprète, le son est très mauvais pour le poème et aussi nous n'avons pas reçu ce poème au préalable. La régalité, encore une fois, régalons-nous et engageons-nous davantage avec Montréalais encore davantage aujourd'hui. Tournons-nous maintenant vers le discours, les tirs de côté
avec deux leaders éminents de questions de justice en Afrique du Sud, avec des implications pour la justice largement à travers la région et à travers le continent, possiblement également au-delà et encore bien au-delà s'il en est. Nous avons avec nous deux personnes qui non seulement se sont engagées durant des décennies de leur vie vers la justice, mais aussi qui ont défié l'autorité, le pouvoir et poussé les cadres et les institutions qui mènent à la gouvernance des systèmes alimentaires et aujourd'hui, à la dernière minute, qui ont eu l'intention de se mettre en avant, de partager leur sens de comment le changement peut être sous-tendu par un véritable engagement, en particulier par rapport aux questions de justice économique et sociale. Et nous allons, à travers ces questions de justice économique, eh bien, essayer de naviguer. Merci d'accueillir le professeur Tuli Modensala, qui est un professeur de droit de l'Université de Salamouche et qui conduit et mène de la recherche en justice sociale, enseigne le droit institutionnel et constitutionnel. Et il a un sujet particulièrement pertinent pour aujourd'hui au sujet de la Fondation Touma, qui est une organisation sans but lucratif pour la justice sociale, avec une initiative qui est nécessaire en Afrique du Sud à cette heure. Et allons vers la réduction de la pauvreté et mettre en place l'équilibre à l'époque. Professeur, nous apprécions beaucoup que vous nous rejoigniez pour remplir cet espace. Avec le professeur Manansela, mon collègue, Morgan Abrahams, qui également vient de Durban et mène le groupe de justice et de dignité, qui est un groupe extraordinaire qui mène des recherches sociales, socio-économiques à travers le pays pour comprendre les véritables questions de prix des aliments et l'augmentation des prix alimentaires tels que l'expérimentent la plupart des Sud-Africains. C'est quelque chose d'adjacent à des statistiques plus froides qui émergent de statistiques parce que ces chiffres et analystes qui les sous-tendent eh bien, expriment des perspectives des gens qui sont directement affectés par ces augmentations des prix et jetant la lumière sur l'accès à la lumière par les prix, mais aussi des questions qui deviennent de plus en plus importantes par rapport à l'utilisation qui est sous-tendue par l'intersection de la nourriture avec le secteur urbain, avec le système d'infrastructure, avec les systèmes éducationnels, avec les systèmes économiques. Et je comprends que oui, effectivement, on peut avoir accès à la nourriture en une certaine mesure, mais les conditions selon lesquelles on peut entièrement les utiliser, eh bien, sous-tendent très souvent des chiffres horrifiants qui caractérisent le système alimentaire aujourd'hui et certains collègues également du Food Lab sud-africain vont également nous permettre d'apprendre de leurs travaux en la matière. Merci de participer à ce processus et aux côtés de mon collègue à long terme, Bosiso Moya, qui est un chercheur et qui récemment a complété et soumis son doctorat à l'université de Wisconsin, eh bien, nous fait réfléchir à notre cadre constitutionnel autour de la nourriture et la justice alimentaire et va me soutenir en termes de là où nous allons pouvoir provoquer et poser les questions nécessaires pour stimuler le débat. Maintenant, nous nous tournons vers la conversation des tirs de côté avec les personnes que je viens de mentionner. J'ai changé mon rôle légèrement pour passer du poste de président finalement à co-modérateur par rapport à la conversation fireside, tir de côté. Et dans ma conversation, je vais parler de la justice en Afrique du Sud qui a été soutenue par trois tenants de cela. Et il y a des choses qui sont interconnectées de façon puissante et systémique. Question de justice économique, de justice sociale et la question de la justice écologique et environnementale. Les trois sont connectés de sorte que ceci va placer la planète et la Terre en tant qu'acteurs égalitaires pour les changements et les transformations.
Voilà le contexte dans lequel on travaille. J'ai mentionné cela précédemment et c'est une conversation stimulante que nous avons avec les panélistes qui vont s'exprimer par la suite, le docteur Shenton Vetley. Et au cours de 25 ans, l'Afrique du Sud a développé un cadre extraordinaire, un cadre politique inspiré par la Constitution et une réflexion d'un collègue de notre Institut international sur la politique alimentaire qui est associé également et qui rejoint cette audimat global. Il y a 25 ans, si nous aurions travaillé là-dessus, ça aurait été un exemple exemplaire du continent en termes de se concentrer en particulier sur la question de la nutrition infantile. Et néanmoins, après 25 ans, l'Afrique du Sud se bat avec des chiffres extraordinaires autour notamment des questions de gaspillage et d'efficacité des macronutriments, etc., en se concentrant sur aussi la lutte contre l'obésité, une complexité qui, à de nombreux égards, eh bien, devrait jeter une lumière très crue sur ce travail constitutionnel et se poser la question du pourquoi nous continuons de lutter et pourquoi ces engagements envers la justice eh bien, continuent de poser problème en termes de facilitation de ce changement. Et sans une question directe, je vais simplement me tourner maintenant vers mes collègues et demander des réponses, réactions euh, par rapport à ce que je viens de dire et peut-être mettre le doigt sur certaines questions réelles qui sous-tendent les défis que nous connaissons et là où le système lui-même est soutenu par l'économie, la société et la nature ainsi que l'écologie. Bonjour, merci de m'accueillir, car il y a toute une communauté derrière moi qui parle de culture, de nutrition et académie. C'est une semaine autour de la santé pour cette académie. J'aimerais appeler cette semaine la semaine Anna parce qu'il y a une connotation et il me semble que c'est une conversation qui tombe à point nommé. Et je suis très heureuse de ce partenariat que nous ayons aujourd'hui et cette semaine extraordinaire qui nous permet de dialoguer ainsi que eh bien, le moment idoine de cette conversation. Vous avez établi les paramètres de cette conversation et nous devrions considérer eh bien, les trois tendances clés qui sont pertinentes selon moi et qui doivent être sous-tendues par la nourriture, la justice et les dialogues autour de la justice alimentaire, la justice économique, sociale et écologique également. Et la justice sociale doit se faire l'avocat. Je suis d'accord avec vous. De mon point de vue, en tout cas, nous devons inclure la justice économique en tant que justice sociale, ou en tout cas une partie de celle-ci, et expliquer notre propre définition de la justice sociale qui doit venir d'objectifs conjoints. Dans l'ouvrage où on voit qu'il mentionne ceci, et c'est un opus qu'il appelle l'éthéréum de la justice. Et ceci nous donne un sens de ce qu'il comprend en tant que justice, ce concept. Et j'espère qu'on sera d'accord avec lui. Et distillé dans son essence, John Rowe nous dit la justice, c'est une question de choses que l'on doit aux autres. Les échelles, il n'y a aucun niveau de l'échelle qui doit tenir plus de poids que l'autre, car sinon il y a un déséquilibre. Et c'est ainsi qu'il nous introduit à la justice sociale. Et il y a beaucoup de justice qui est le fait d'être équilibré entre différents groupes. Aucun groupe de la société ne doit avoir davantage d'opportunités qu'un autre groupe ou davantage de privilèges qu'un autre. Et ces groupes au sein de la société doivent porter le fardeau, les fardeaux de l'existence et aucun ne doit porter plus de fardeau qu'un autre groupe.
C'est là l'opus, de ce qu'il a rédigé en 1971, c'était il y a bien longtemps et maintenant ça a été mis à jour en 1991. À la fin, sa notion de justice sociale a été définie en tant que étant une justice distributive, justice qui, en fait, une théorie une philosophie qui vise à distribuer les biens sociétaux ainsi que les privilèges, les droits, les fardeaux. En tant que justice sociale, nous devons être une référence à ce niveau-là et c'est ce qu'on fait au cours des 4 dernières années. J'ai travaillé sur la justice sociale littéralement pratiquement toute ma vie. Pas évidemment, lorsque j'étais un enfant, mais en tout cas, ma vie d'adulte, depuis l'âge de 17, 18 ans, c'est à cela que je me suis attelée et j'ai aidé à mettre en place cette théorie de la justice. La question n'est pas simplement, mener une justice distributive, mais aussi distributive, dans, la façon de restituer. Parce que dans cette théorie de la justice, on parle de distribution, de fardeau sociétal, mais on parle aussi de redistribution. Certains, se concentrent sur, des questions de pauvreté et cetera et ensuite ils nous parlent de redistribution. Mais le défi de notre temps qui va vers les systèmes alimentaires dans, la justice, qui doit également être restitutive parce qu'ici, ça dépend aussi de la gentillesse de mon cœur. Ce n'est pas que, je vais, vous mettre, dans une situation, de manque. Que se passerait-il si je vous coupais les pieds? Vous ne pourriez planter des pommes dans ce cas et cela devient restitutif, mais je dois vous donner non seulement une, chaise roulante, mais aussi des prothèses, pour que vous ayez des jambes pour, vous permettre de ramasser ces, hem, arbres. S'il y avait une période où vous ne pouviez pas, en fait, faire pousser, des arbres et vous perdiez le muscle social de faire pousser, des arbres, je ne devrais pas vous donner seulement que les jambes prothétiques. Ce que vous avez perdu dans le processus doit aussi être comporté. Donc cette notion de justice sociale, finalement, vient avec une définition qui nous dit: «La justice sociale dénué de son essence et d'embrasser l'humanité de chaque personne, qui se reflète dans, la joie égalitaire de tout droit et liberté et une distribution juste et équitable de toute opportunité, ressources, bénéfices, privilèges et fardeaux au sein de la société et entre les sociétés. Ceci nous mène à la question de la nourriture. La sécurité alimentaire, a toujours été perçue comme une question de pauvreté et pas d'égalité. Parfois, on prend des, responsabilités, les gens, parfois meurent de faim et j'ai apprécié le fait qu'on ait localisé cela en termes de justice sociale. Ce n'est pas une question de richesse, mais c'est aussi une question qui vise à corriger nos propres erreurs en tant que communauté globale qui elle-même est responsable de cela, c'est sociétal et donc je me rappelle ma première journée où j'étais avec eux en 2017. Mon premier jour en classe, je passais, dans un parc et il y avait une journée dans ce parc où on disait: «Plus jamais». On parlait de ne plus jamais tirer sur autant de personnes, parce que, il y a tellement de gens qui manquent de tout dans un monde, d'opulence et en parlant à cela, on se disait: «On n'avait pas vraiment un problème, de raréfaction de la nourriture dans le monde». Mon fils me rappelle que lorsqu'ils étaient petits, on leur disait: «Mange!» parce qu'il y a des enfants qui meurent en Éthiopie, qui meurent de faim et je me souviens de cela et les enfants détestaient cela et mon fils détestait, ce type de phrase, mais les enfants disaient: «Mange ta nourriture» parce qu'il y a des enfants qui meurent de faim et ils ne comprenaient pas
Il pensait que ce n'était pas logique parce que ça ne veut pas dire que parce que lui, s'il mangeait cette nourriture, ça donnerait à manger à ceux qui ont faim, évidemment. Quel rapport avec les enfants d'Éthiopie? Mais la réalité est que si nous avions uniquement ce que nous avions besoin et que le reste était transmis, la nourriture fraîche était distribuée de façon équitable à travers, les pays, eh bien, la famine, serait totalement, différente ou en tout cas résolue. Et il y a beaucoup, de choses qui, ont été causées par, des décès, causés par la famine sur certaines îles où il n'y avait plus de pommes de terre, par exemple. Et qu'est-ce qui se passerait si, maintenant ça arrivait? Mais nous terminons l'âge à présent, où la question de la sécurité alimentaire se pose à nouveau et c'est un peu ce que j'aimerais, vous dire et merci, au sein de cette communauté de nous apporter la sécurité alimentaire, les systèmes de gestion alimentaire sur, l'agenda parce que lorsque la COVID-19 a commencé, eh bien, vous avez mis cela sur, l'agenda dans des petites conversations. On a mis aussi cela sur, le planning de la justice sociale pour la surveillance, mettre en place un espèce de chien de garde, avec des politiques qui devaient être monitorées, et mettre en place des packages de justice sociale. Mais je suis inquiète par rapport au niveau de politique, heu, où en fait on devrait faire mieux au niveau mondial et au niveau des pays pour répondre à la crise et j'espérais à la fois que lorsque les études américaines nous démontrent qu'ils ont des problèmes au niveau, de lait pour une nourrisson, ça devrait nous prévenir que ça pourrait également être le cas chez nous et lorsqu'on parle du problème, the problem of gas is du gaz qui, est en train de grimper en flèche, il faut réfléchir au fait que ça va augmenter, les frais de paraffine, de nourriture, de taxi, de transport et ça aura un impact sur la sécurité alimentaire au final, forcément et pourquoi m'inquiéter de ces choses? Ça, c'est ma dernière question, la justice sociale, pourquoi est-ce qu'on s'inquiète de cela? John Rawls nous a dit: «C'est juste la nature, la personne moyenne doit s'inquiéter de la justice» et je pense qu'il a raison. Je vois, l'Institut Expand qui fait des expériences avec des enfants et l'une de mes préférées où on enseigne la justice sociale, c'est un cas où 2 enfants, en fait, ils doivent avoir à peu près 4 ans et on leur demande de collecter leurs jouets et ensuite on leur donne, une, gratification de travailler au sein de la société et là, on leur donne des chocolats, par exemple. Et il y en a un qui reçoit toute une boîte de chocolat. Il a fait exactement le même travail et l'autre reçoit uniquement 2 chocolats et vous devriez, regarder la tête des petits. Ils sont choqués tous les 2 et ils se sentent bah, c'est pas normal. Il y en a un qui reçoit plein de chocolat et l'autre qui reçoit juste 2. Et ils ont tous les 2 une, réaction de malaise et c'est la très longue histoire, du besoin de correction des injustices et donc généralement, les gens doivent et veulent être traités avec justice et je veux croire qu'au niveau de notre, enfance, ce n'est pas vrai, mais on a toujours été, égoïstes, hem, à l'exception, petites des petites corrections. Il y a 2 philosophes qui ne sont pas d'accord, Dickey qui, est en contradiction avec, Buntel et Sebag. Il y a certaines personnes qui, sont l'interconnectivité de l'humanité, la valeur de la dignité humaine. Moi, je respecte ma propre dignité humaine et ça respecte la vôtre, mais il faut également un respect heu, du vin quelquefois. Lorsque je pense que je vous fais du mal, je me fais du mal à moi-même. Ce n'est pas simplement une question de ce qu'on appelle, l'utilitaire, ce n'est pas quelque chose qui revient à Montesquieu et à tous ces philosophes des Lumières, qui, visent à: «Je vous protège parce que ça me protège». Non, ça va beaucoup plus loin que cela. Souvent, on parle de métaphysique aujourd'hui et ces sociétés anciennes
en fait, savait déjà à l'époque qu'il y avait plus au sein des systèmes et sociétés que ce qu'on pouvait voir avec nos yeux nus. Et c'est la raison pour laquelle on doit veiller les uns sur les autres. Une simple anecdote maintenant au sujet de la volonté de surveiller ou de s'occuper d'autres parce que c'est pour notre propre bien. Eh bien, Mazesi Gunene, et je dois confesser que c'est le même que Matansela, c'est la même chose. Et il a écrit un livre qui s'appelle Chagall l'empereur, et dans l'un des chapitres, il parle des premières rencontres. Et beaucoup de choses ont été rédigées au sujet des premières rencontres entre les gens du Saharien, les gens qui ne se connaissaient pas. Guni, c'est un petit groupe d'Abantu. On a parlé d'Ubuntu, c'est un philosophe d'Ubuntu. Au Rwanda, par exemple, on l'appelle Bumuntu et les autres lui donnent un autre nom. Et dans ce livre, il dit qu'il a eu un rêve qu'il y avait de nouvelles personnes sur leur territoire. Il ressemblait à du porridge de citrouille. Je sais bien que ça peut vous faire rire parce que moi, ça m'a fait rire quand j'ai vu ça. Et j'ai regardé mon partenaire, je lui ai dit, il ressemble à un porridge de citrouille. Et il m'a dit, bon, les gens ressemblent à du porridge de citrouille. Et son rêve lui a dit également que ces gens portent un bâton qui amène le feu et ils tuent des gens, vendent les terres, prennent le bétail, etc. C'est une histoire d'horreur qu'il nous raconte, qu'il raconte à Chaga. Des gens qui ressemblent à nous. Il reconnaît l'humanité. Mais je dis peut-être qu'il n'a pas rêvé de cela, mais il avait peut-être des espions qui lui ont dit la vérité de ce qui se passait. Ensuite, finalement, les gens qui ressemblaient à des citrouilles se sont présentés à Ghaznata Sochaga, avaient été déjà prévenus. Mais devinez quoi? Eh bien, le premier morceau de terrain qui a été donné par Chaga au blanc n'a ni été volé ni acheté, a été offert. Ça fait partie de l'Ubuntu. Je me reconnais en vous. Et si vous me dites, vous voulez que nous soyons des voisins, vous voulez qu'on fasse partie du même écosystème, alors je suis prêt à vous donner le bénéfice du doute, à partager cette humanité. Et si on pense à cela, eh bien, ça nous ramène au pourquoi de la raison pour laquelle on doit s'assurer que personne ne meurt de faim, parce que c'est une question de l'humanité partagée. Et on va passer également aux aspects utilitaires de tout cela. D'abord, on sait que les sociétés ont investi dans les personnes et celles-là sont plus résilientes sinon, lorsque le Covid les frappe. Lorsqu'on regarde les pays nordiques, ils ont été beaucoup plus résilients pour lutter contre les effets du Covid. Mais les scientifiques nous disent que dès lors qu'on va vers l'âge des permacrises, il y aura plusieurs crises telles que celle du Covid. Et si on veut être plus résilient, et vous serez d'accord avec nous de ce qu'on n'est pas très résilient. On a commencé très tard à réagir par rapport à la Covid. Les emplois ont été un peu en progression au cours de ce trimestre. Mais il ne faut pas se leurrer, il y a beaucoup de communautés qui ont été complètement euh, menacées. Et il y a d'autres économistes tels que Mark Swelling et les autres qui sont les économistes du développement qui vont nous dire que ce n'est pas seulement le problème de ce qu'on a besoin de résilience, mais aussi par rapport au type d'étiquette qu'on veut porter. C'est ce que nous dit qu'on se bat avec des problèmes de nutrition, avec des
enfants qui sont préoccupés parce qu'ils n'ont pas suffisamment de nourriture, ils ne peuvent pas se développer intellectuellement. Qu'est-ce que ça veut dire au niveau de l'innovation, de la compétitivité des pays? Et ensuite, on en revient à John Rawls et Adam Smith, l'injustice l'injustice fomente l'injustice. Et dès lors qu'il y a une injustice, il ne peut y avoir de paix durable. Les gens disent souvent que lorsque les pauvres n'ont rien à manger, n'ont rien d'autre à manger, ils vont manger les riches. C'est un postulat extrême, mais regardez comment on vit nous tous. Hein? Regardez, on vit derrière des murs épais. Dans une société, il devrait y avoir très peu de délinquants. Et on ne peut pas avoir une majorité de personnes qui ne sont pas incluses dans la société parce que la société n'a pas suffisamment d'intérêt en eux. Donc, d'un point de vue de justice sociale, une partie de cela, c'est comme ce qu'on disait au niveau de la Cour constitutionnelle. Une partie, c'est simplement l'économie, une pure résilience dans l'investissement, mais on a une responsabilité sociale. D'une part, on a une constitution qui nous dit nous avons adopté cette constitution pour établir une société qui est basée sur les valeurs démocratiques, la justice sociale et les droits de l'homme. Mais si on compare cela à la déclaration de Copenhague de 1995, eh bien, la déclaration de Copenhague, elle aussi nous dit que la justice sociale est une responsabilité en termes de nos instruments mondiaux des droits de l'homme, même si ce n'est pas mentionné en soi, la justice sociale, qui est la justice envers tous entre les groupes sociaux, sous-tend ces principes universels, cette déclaration des droits de l'homme de 1948 dans la Charte des Nations Unies de 1945. Et je ne suis pas surprise parce que Eleanor Roosevelt et Franklin D. Roosevelt ont compris cela à l'époque. Dès lors qu'il y a un groupe ou des groupes au sein de la société qui ne ressentent pas que le deal social fonctionne pour eux, eh bien, la société ne peut être stable et la démocratie ne pourra demeurer. Donc, finalement, ceci me ramène à le plan de justice sociale. Nous poursuivons cette justice sociale en incluant la sécurité alimentaire pour nous tous. Merci. Merci. Donc, il y a beaucoup de mots de professeur Tuli Mondosella et tous ces sujets donc, se connectent à une seule observation et c'est très réel. Alors, nous l'avons même dans notre subconscient et ceci donc a été élevé lorsque nous écoutons donc un discours public. Et bien sûr, la sécurité est un problème que nous devons adresser. Et maintenant, la qualité, ce n'est pas non seulement sur la qualité ou sur la structure de la société en termes de justice sociale. Tout le monde doit, en fait, est partie prenante dans cette situation. Et c'est si irréel parce que un des problèmes que nous avons vus ce matin, lorsque nous a donné donc l'index de dépenses et des 40 aliments que nous suivons, nous avons donc vu une hausse ininterrompue sur les 2 dernières années et maintenant nous sommes à un niveau et que d'année en année, il y a une augmentation. Donc, en fait, l'augmentation est d'environ 13%. Alors, on peut bien sûr discuter sur ces recherches, mais ensuite, immédiatement, la réponse que nous avons du public, parmi les débats du public, et dans ce domaine, c'est ce qui se passe, c'est qu'en fait, on rend la nourriture moins chère. En fait, c'est un problème pour les pauvres, pardon. Ce n'est pas une société dans laquelle
qui appartient qu'aux pauvres. Mais dès que l'on va dans cette voie, la nourriture, les aliments les moins chers, bien sûr, présentent un problème de malnutrition. Alors, bien sûr, on peut rendre cette nourriture moins chère parce elle est pas nutritive. Alors, la nourriture qui n'est pas chère n'est pas une nourriture nutritive. Alors, bien sûr, nous essayons, donc ceci, en fait, annule le système alimentaire qui, en fait, est vissé sur tous les niveaux de pauvreté, par exemple, des fermiers, où il y a donc un problème de prix dans le système alimentaire. Alors, ceci révèle, dans un sens, ce que je prends donc du professeur Mondosella. Il faudrait donc regarder ou considérer ces aliments d'un point de vue d'inégalité. Et ceci deviendra ensuite, mènera à la pensée qu'il y a un problème de structure dans notre système économique et comment notre système alimentaire est interconnecté à l'écologie et aussi à notre crise écologique. Alors, il semblerait donc, d'après moi, qu'en ce moment, alors, au niveau global, nous voyons donc une inflation des prix des aliments. Globalement, nous avons donc identifié que nous sommes en pleine crise et que cette crise nous donne en fait une autre opportunité. Et donc, comment pouvons-nous définir cette opportunité? Et il me semble que si nous prenons une inégalité ou la réalité de l'inégalité, tous les deux, en fait, par exemple, pour accéder aux aliments, pour accéder aux aliments, aux bienfaits sociaux, et la façon dont, par exemple, l'industrie et l'agriculture sont impactés négativement, et ceci ensuite exposé à la pandémie. Donc, nous devons donc nous demander comment pouvons-nous devenir plus résilients. Alors, pour moi, cela semble qu'il y a quelques points ou 2 points que je voudrais donc vous présenter. Alors, nous savons qu'il n'y a que quelques économies de base sont en crise. Alors, nous savons que la géopolitique, les intentions de la géopolitique et la situation de l'Ukraine et de la Russie ont donc résulté en augmentant les prix de l'essence. Alors, par exemple, les prix de taxi vont être élevés de 3 fois plus. Par exemple, de 3 rand à 6 rand. Alors, comment allons-nous pouvoir travailler? Alors, ceci, donc, c'est très significatif. Alors, peut-être devons-nous donc prendre une tangente. Alors, ceci devient trop cher. C'est bien sûr intuitif. Alors, voilà, maintenant, on pourrait dire que ça devient trop cher d'aller travailler parce qu'il faut payer les transports. Alors, il faut payer quelqu'un pour s'occuper donc des enfants. Et donc, à la fin du mois, alors, vous vous retrouvez avec 20 ou 30 rands. Alors, quelle est la logique de continuer à travailler? Alors, ça, c'est une partie de notre exposition à l'agro-industriel, au rendement agro et industriel que nous utilisons pour notre rendement alimentaire. Par exemple, au niveau des fertilisants. Donc, il y a cette exposition que nous devons donc amoindrir le système alimentaire africain.
et nous devons nous demander également, excusez-moi, quelles sont les conséquences donc du pétrole, la logistique de la situation en Afrique, parce que la majorité de nos biens sont transportés par route. Alors, de temps en temps, donc, moi, je dois aller en train. Je dois me déplacer en train. Mais en fait, là, je vais vous dire quelque chose de beaucoup plus personnel. Donc, ma femme et moi, nous avons décidé de déménager à Durban parce que nous ne pouvions plus l'exposer au danger de travailler à Durban et de voyager. Et bien sûr, parce que dû au nombre de camions sur les routes et bien sûr au danger auquel elle était exposée. Donc, l'autre jour, avec tous les camions, alors notre système alimentaire, qu'est-ce que nous voyons dans notre panier alimentaire? Donc, on voit qu'il y a une augmentation d'1,7% par mois. Donc, ces produits deviennent de plus en plus chers. Alors, c'est sûr que on considère donc les dépenses, mais ceci représente aussi une opportunité pour devenir beaucoup plus résilient et trouver donc d'autres sources d'énergie pour, conduire nos problèmes logistiques. Il faut trouver des alternatives. Et ensuite, pour terminer, peut-être je pourrais dire que avec notre surdépendance de l'industrie, c'est sûr que l'industrie ne peut pas nous donner donc un système de sécurité pour les aliments au niveau national. Donc, il y a en fait il y a des risques qui sont mitigés. Donc, nous avons besoin donc d'une production alimentaire plus locale. Lorsque j'étais en train d'en discuter avec Seth, oui, bien sûr, moi j'habite dans une région où il y a donc de la canne à sucre et il y a des bananes aussi. Bien sûr, on ne dit pas qu'on doit quand même se nourrir que de cela. Mais ce que je veux dire, c'est pouvons-nous commencer à cultiver plus près de chez nous pour pouvoir satisfaire nos demandes? Donc, en fait, il y a une crise duelle. Alors, par exemple, c'est la Russie et l'Ukraine aujourd'hui. La relation entre les US et la Chine est très difficile. Et par exemple, il y a la possibilité que si la Chine envahit Taïwan, les Américains peuvent s'en mêler. Donc, qu'est-ce que ça va devenir? Alors, comment pouvons-nous donc voir ce qui va se passer? Alors, il y a des exemples où beaucoup de personnes, en fait, travaillent pour eux. Et donc, à travers le pays, ce que l'on nous demande, ce sont des exemples des personnes qui commencent à créer un système de survie et de prendre en considération le fait qu'ils peuvent faire des choses et qu'ils planifient et que cette pensée et ce planning est très important, et qu'il a de la valeur et il a des solutions. Peut-être, là, je vais donc m'arrêter. Merci. OK, merci beaucoup, Melvin Abraham, pour ces provocations. C'est donc très important que nous puissions méditer sur ces points, mais dans l'intérêt donc du temps qui nous est donc donné. Je voudrais donc parler donc du système alimentaire. Donc, au niveau agricole en Afrique, il n'y a pas de sécurité. Et lorsque nous parlons donc de la plus grande injustice au niveau du système alimentaire,
Et un des défis, c'est qu'il faut trouver donc de la synergie entre la qualité, la justice et qu'est-ce que, par exemple, l'inégalité alimentaire représente et quels sont les messages et quelles sont les expériences que les gens ont eues, par exemple, dans les anciens blocs. Alors maintenant, il faut donc méditer pour savoir discuter avec les gens pour apprendre ce qu'ils ont ce que eux ont également appris. Alors, par exemple, discuter de la sécurité alimentaire, du droit à la nourriture, parce que ce sont des points très essentiels. Et donc, c'est là que je voudrais bien commencer. Alors, on parle de Covid. Bon, ça, c'est également une autre crise. Mais il faudrait en fait également prêter attention à ce qui se passe au niveau local. Alors, ma question est peut-être, je vous rends la balle. Alors, quels sont donc les engagements civiques que vous attendez dans cet agenda ou dans cet ordre du jour? Alors, par exemple, il faut donc également nous rappeler les points de la Constitution, par exemple au niveau de la démocratie alimentaire. Et surtout, moi, je suis très intriguée par votre message, que pour moi, en principe, il y a une place où nous devons donc en fait accepter cette notion de coût. Mais peut-être, comment défions-nous les problèmes, les systèmes alimentaires? Alors, on ne parle pas, par exemple, de l'économie. On ne vit pas dans une économie, on vit dans une société. Alors, il faudrait peut-être également en parler avec Scott et peut-être ouvrir la discussion. Donc, avons-nous des questions dans l'audience, parmi les participants? Ah, voilà, donc une question. Good evening and thank you for the inputs. I'm Chantal. Bonsoir et merci donc pour je suis l'université de Western Cap. Donc moi je voudrais reconsidérer donc que l'on regarde à l'inégalité et que le mot inégalité en abstrait veut dire pauvreté. Si nous considérons donc le nombre de ménages où il y a des problèmes de support d'enfants, est-ce que nous pouvons donc acheter pour supporter les enfants? Par exemple, il n'y a pas assez de nourriture en termes de quantité et de qualité. Et aussi, moi, je voudrais poser la question, quelles sont donc les actions nécessaires pour les personnes qui ont faim tous les jours, et d'un point de vue personnel, il y a 25 ans, moi, j'étais donc à la clinique et on achetait donc de la nourriture des camions. Alors, nous achetions donc du lait en poudre, des lentilles. Et donc, c'était donc pour les ménages avec des revenus moyens qui avaient besoin donc de support. Maintenant, on a beaucoup plus de pauvreté et on a beaucoup moins d'interventions à ce sujet. Merci. Merci, Chantal. Alors, moi, je voudrais en parler également, considérer donc le logo. Avec un halo, avec des plantes. Moi, je n'arrive pas à passer donc où il y a de la vie et je ne sais pas ce qu'il y a dans cette plante, quelle est la valeur nutritionnelle de cette plante.
Alors, moi, je voudrais donc bien voir les fruits autochtones que nous avons chez nous. Alors, moi, je voudrais bien voir, par exemple, nous avons des haies, alors les gens les coupent parce que ça rend bien, mais en fait, moi, je voudrais bien voir les fruits parce qu'ils ont des caractéristiques nutritionnelles très importantes. Alors, il faut explorer les aliments que nous avons près de chez nous, par exemple, au niveau des céréales. Alors, ce que le docteur Mandosela nous a dit, il faut donc revenir au système de connaissances autochtones. Alors, il faut trouver donc la façon de se guérir au sein de la terre. Et donc, avec cette notion qu'il y a une grande pauvreté, il faut donc revoir la santé au sein du terroir. Alors, par exemple, il faut bien étudier la valeur nutritionnelle des aliments. Par exemple, chez moi, le café a augmenté et voilà, parce que chez nous, ton corps a besoin de café parce qu'il est conditionné. Alors, voilà, c'est une opportunité pour voir autre chose. Alors, il y a des herbes dans notre jardin qui ont les mêmes valeurs calorifiques, donc pourquoi ne les prenons pas? Et nous avons donc oublié que ceci a des effets positifs. Alors, moi, je voudrais qu'on explore ceci. Et nous avons également 2 questions sur la plateforme en ligne. Alors, la première question qui vient de Gonzalez, qui nous demande que pensons-nous du sommet de la nourriture sur la nourriture. Alors, est-ce que ceci va apporter beaucoup plus de justice alimentaire? Et la deuxième question, Emma, qui demande les idées concernant donc les investisseurs de nourriture, d'aliments. Alors, par exemple, les arbres qui ont été donc coupés et ainsi de suite. Et comment donc nous essayons donc de définir ceci? Et peut-être nous allons donc commencer avec vous, Monsieur Abrams. Alors, merci pour cette question. Alors, ce sont donc des questions qui sont assez profondes, hein, et donc qui demandent une réflexion, un temps pour explorer. Alors, je voudrais prendre la question que vous avez mentionnée sur les engagements civiques afin de changer et de transformer. Mais bien sûr, le système alimentaire présent, et il est donc, comment dire, vissé sur des pouvoirs économiques. Donc, en fait, là, ce serait donc une question comment dire, de déranger le système. Et bien sûr, l'industrie nous a montré qu'à moins que nous mobilisons, à moins que nous nous engagions et à moins que nous fassions, pardon, c'est très difficile de déranger la relation courante entre les puissances. Et bien sûr, ces 2 dernières années, en Afrique, les engagements civiques sont devenus de moins en moins, ont diminué en fait. Et bien sûr, ils sont peut-être différents maintenant. Et la façon dont les gens s'engagent, et peut-être je fais partie de cette génération qui cherche quelque chose. Moi, je recherche une organisation, une campagne, et peut-être je suis en train de regarder donc au mauvais endroit où la situation courante, la disruption, le dérangement des puissances. Et il me semble qu'il faut commencer à se demander quelles sont les formes, les parties prenantes sont-elles
s'engage-t-elle avec? Alors peut-être, You know, ce there's sont also les médias sociaux. Peut-être que la génération de mon âge, mais il y a également des dimensions de dégénération qui sont différentes et peut-être que nous regardons au mauvais endroit et peut-être que nous n'avons pas vu ce qu'il y a en face de nous. Alors moi, je voudrais donc discuter et je voudrais dire, et c'est peut-être une réponse à la question en ligne, et qu'il y a donc des exemples où les gens ordinaires commencent à réagir et commencent donc à s'engager avec un système alimentaire qui répond plus à leurs besoins. Par exemple, à Worcester et dans d'autres villes, ce qui est important pour nous ici, pour cette audience, c'est d'aller vers ces endroits et d'apprendre. of justice Et is donc, about la première partie, donc, la justice, c'est en fait comment dire, de créer ce sens de dignité. Parce que jusqu'à présent, on a enlevé ce sens de dignité. Alors, comment est-ce que je peux donc revenir, m'engager et comment dire, approfondir ce que j'ai appris, mais je ne vais pas devenir en tant qu'expert, mais comment puis-je donc développer ma solidarité envers les systèmes qui existent? Merci. Mais également, moi, je suis donc d'accord avec Monsieur Abrams, Mervyn Abrams. Alors, l'initiative des personnes, font partie de la solution. Les personnes s'engagent dans ce défi. Et lorsque le COVID nous a donc atteints, surpris, et bien sûr, à la fin, nous avons donc proposé, c'est donc la carence, nous avons donc vu la carence alimentaire. Alors, nous devrions donc encourager donc les systèmes qui ont donc un impact qui dérange sur les écosystèmes. Mais ceci n'est pas vraiment possible. Mais il y a beaucoup de personnes qui ont donc créé des jardins et en fait, la personne moyenne peut permettre d'acheter donc des aliments qui ont des valeurs nutritionnelles. Et cela donc ne va pas déranger. Mais ceux qui ont de l'argent et qui achètent de l'argent, en fait, ne font pas de culture assez importante pour pouvoir déranger donc le système qui existe. Alors, il faut donc avoir donc un système de connaissances autochtones. Alors, ce que nous avons donc montré, c'est qu'il faut se souvenir que lorsque moi j'étais petite, il n'y avait pas d'arbres sans fruits. Et dans tous les ménages que je connaissais dans chaque maison, en fait, dans le jardin, il y avait 2 ou 3 arbres fruitiers. Et bien sûr, maintenant, nous éduquons les petits, nous apprenons donc aux petits quelle est donc la gratification de faire de la culture. Et ce qui est très important, donc d'investir au niveau des fruits. Les vieilles personnes arrivaient à planter des arbres quand ils avaient en fait une vie très courte. Mais ils savaient que les premiers fruits qui allaient donc être produits, ils ne seraient peut-être pas là. Alors maintenant, nous avons donc de l'aide anglo-américaine pour les communautés, pour les éduquer au niveau donc de la culture des arbres fruitiers.
Moi, je pense que la justice sociale est une des opportunités où nous pouvons donc nous réunir. Et comme nous sommes en fait une communauté globale, il faut donc discuter donc des compétences sociales. Alors, nous pensons donc, et lorsque j'entends le président qui parle donc de l'économie COPEC, alors essayons donc de venir avec notre société et essayons donc d'avoir une société qui couvre tous les points, avec ainsi les problèmes alimentaires plus près de la table dont nous parlons, parce qu'il y a bien sûr un impact écologique. Bien sûr, nous allons transporter vers les États arabes. Mais il y aura donc d'autres crises. Par exemple, il y aura donc d'autres virus qui vont nous donner également des problèmes. Mais donc, il faut donc aider les petites communautés. Voilà, merci. Alors, nous considérons donc aux dernières minutes. Alors, Gonzalo, je vais répondre à votre question par email. Et bien sûr, l'humanité qui est partagée avec un impact social. Alors, ces plateformes de ANH et bien sûr ces plateformes locales qui vont donc générer donc des actions et des solutions, et bien sûr avec un mélange de philosophie et de pratique. Alors surtout professeur Mondosela, Mervyn Abraham et Moussi Somoyo, je vous remercie bien sûr pour cette session. Merci beaucoup.